Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, j'explore les différentes facettes du rôle de leader pour vous permettre de construire votre manière de devenir chef. Je reçois à mon micro des personnalités qui nous partagent leur chemin de vie, leurs réflexions, leur expérience également. La 3e saison de ce podcast a pour thème comment, en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode bonus à cette saison. Il s'agit d'un débat avec Alexis Eve, le créateur du podcast The Human Factor et le fondateur de Yaniro. Yaniro, c'est une entreprise qui accompagne les startups dans leur croissance en prenant soin de leurs facteurs humains. La première fois que j'ai rencontré Alexis, nous avons parlé de nos expériences respectives. Et ce qui nous a sauté aux yeux, c'est notre complémentarité. Lui, il a une connaissance pointue du monde des startups, alors que moi, j'ai évolué plus de 15 ans dans des grands groupes, dans des fonctions de conseil et de RH. Nous avons donc passé du temps à partager nos convictions sur les sujets humains dans les entreprises et on est tombé d'accord sur 2 choses. La première, c'est que les grands groupes et les startups ne se connaissent pas si bien, sont parfois jugeants l'un envers l'autre, alors qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à s'apprendre mutuellement. Voilà comment est né l'épisode d'aujourd'hui qui s'appelle « Comment start-up et grands groupes peuvent se renforcer mutuellement ». Dans cet épisode, vous allez donc entendre nos 2 visions et nos compréhensions mutuelles du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Nous avons notamment eu un débat sur l'ambition des startups à créer des cultures RH clivantes. Dites-moi ce que vous pensez de ce format débat. De mon côté, j'ai bien aimé l'enregistrer. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute de ma conversation avec Alexis Eve et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut Alexis. Hello Sophie. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien dans une après-midi suisse ensoleillée et j'ai l'impression que c'est assez ensoleillé de ton côté aussi de ce que je vois à l'écran. Ouais, exactement, je suis en Bretagne et en Bretagne il fait toujours beau. Comme le dit l'adage. Alexis, on est ensemble pour confronter ou en tout cas apporter de la complémentarité dans nos 2 approches de la fonction RH et des sujets humains de manière générale. Toi avec une vision plus start-up et moi avec une vision un peu plus grand groupe. Tu es l'hôte du podcast The Human Factor. Alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter et puis nous expliquer aussi ce que c'est que le facteur humain ? Donc je m'appelle Alexis, je suis effectivement l'hôte d'un podcast qui s'appelle The Human Factor qui est proposé par Yaniro, qui est donc une entreprise que j'ai créée. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans Yaniro et qu'est-ce qu'on fait dans The Human Factor ? Côté The Human Factor, on prend une approche très simple, donc on travaille avec l'écosystème French Tech, donc start-up, scale-up, boîte en forte croissance, forte transformation, et on se spécifie sur les sujets RH. En fait, on va aller rencontrer les DRH de jolies boîtes, on va leur demander ce qu'elles savent faire le mieux, peut-être, je sais pas, recruter des profils tech, gérer l'onboarding, gérer les grilles de rémunération, enfin il y a plein de choses sur lesquelles on peut être un peu en avance et on va parler que de ça. Vous pouvez découvrir Noëlla de Welcome to the Jungle qui parle de comment on a mis en place la semaine de 4 jours et qu'est-ce que ça a donné. On peut parler avec Adeline de Gorgias de comment mettre en place une grille de rémunération qui fonctionne à l'international, enfin tout ça. Et ce que fait Yaniro à côté de ça, en fait notre métier, donc toujours dans l'écosystème startup, c'est d'accompagner les individus clés dans les phases de croissance, quelque part faire en sorte de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Et donc très concrètement, c'est de l'executive coaching pour fondateurs, fondatrices, dirigeantes et dirigeants et de la formation des managers. Et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben, le plaisir est partagé. Tu veux nous faire 2 mots aussi sur qui tu es ? Ouais, donc moi je m'appelle Sophie Plumer, je suis l'hôte du podcast Chef. Donc dans Chef, j'interviewe des leaders et des managers d'entreprise à qui on donne pas forcément la parole dans les grands médias ou qui ne la prennent pas d'eux-mêmes, mais qui font des choses pour autant au quotidien extraordinaires, qui fédèrent, qui motivent leurs équipes, qui en prennent soin. Et je leur donne la parole pour qu'ils nous expliquent leur parcours, leur état d'esprit, leur pratique au quotidien et la manière dont ils portent leurs projets. Voilà. Et je lance demain d'ailleurs, on enregistre le 15 mars, donc le 16 mars, une 3e saison sur le thème de l'impact, qui est comment en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde à mon échelle. Top. Et en complément, en fait, je suis une ancienne RH qui a basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me sers du podcast pour accompagner les transformations d'entreprise. Donc, vous l'avez compris, amis, auditrices, auditeurs du podcast Chef, on vous encourage à aller jeter une oreille au podcast The Human Factor et amis, auditeurs, auditrices du podcast The Human Factor, au podcast Chef. Je suis sûr que vous trouverez beaucoup de choses qui vont vous intéresser. Et complémentaires, je pense, ouais. Alexis, ce qui nous réunit tous les deux, c'est ce que vous appelez chez Yaniro le facteur humain. C'est quoi le facteur humain pour toi ?
Pourquoi vous avez appelé votre podcast The Human Factor ? C'est une très bonne question. C'est avant toute chose le titre de notre premier bouquin qui a pris un angle qui nous semblait extrêmement important, qui est la place que joue l'humain dans les trajectoires des boîtes type startup scale-up. Donc, pour faire une version très courte, une boîte de type startup scale-up doit réfléchir à sa propre survie et du coup à une forme de croissance. C'est une boîte qui par nature sort du sol, n'a pas une vitesse de croisière et ce qui crée pas mal de remue-ménage, pas mal de remous et une précarité qui est très forte. La position par défaut d'une start-up, c'est mort, c'est pas vivant. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on voit des jolies histoires, on voit des levées de fonds records, des choses comme ça. Et en fait, on s'est posé la question, nous on avait une intuition, on s'est dit, il y a des facteurs qu'on prend en compte assez naturellement quand on essaye de développer une start-up, comme la finance, le produit, le marché, des choses comme ça. Et nous, on avait une intuition assez forte. Alors ça vient aussi de nos métiers. Moi, je suis psychologue du travail de formation avant même d'être coach de dirigeants et entrepreneur. Que le facteur humain, à savoir ce que font les gens dans la boîte, peut définir le destin de la boîte, que ce soit des destins tragiques de dépôt de bilan ou des destins dits réussites, whatever that means, pour une startup. Et en fait, on s'est dit qu'on allait passer de l'intuition à de la data. Et du coup, on a fait un gros boulot, c'est qu'on a épluché beaucoup de données sur des dépôts de bilan et des réussites au sens exit, donc revente d'entreprise ou boîtes qui arrivent à l'équilibre ou boîtes qui font une introduction en bourse, donc des critères de réussite qui sont financiers, on est d'accord. Et voir quand une boîte réussissait, c'était dû à quoi ? Quand une boîte échouait, c'était dû à quoi ? Et en fait, on est retombé sur l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de facteurs qui sont des facteurs extra-humains, à savoir des facteurs financiers. Je vous en donne un qui est très simple. Si vous avez plus de cash, vous mourrez. La personne morale meurt, évidemment. Donc, c'est évidemment une très bonne raison de réussir ou de rater. Les facteurs marchés. Oui, bien sûr, si vous n'avez pas de marché, si vous avez un produit qui ne répond à aucun besoin ou à aucun enjeu, ça va pas bien se passer, on le sait. Si vous vendez des glaces à des Esquimaux en Alaska, c'est plus dur, évidemment. Et après, on a vu que le troisième facteur qui avait le plus d'impact, c'était le facteur humain. Et que dans le facteur humain, on trouvait beaucoup de choses. On trouvait des choses qui étaient très personnelles, des choses qui étaient très management, des choses qui étaient très RH. Donc, pour vous donner quelques exemples, des boîtes peuvent se retrouver à avoir des indicateurs au vert sur les indicateurs extra-humains et péter en plein vol pour un conflit associé. Ça arrive tout le temps en startup parce que les boîtes ne sont pas assez solides pour résister à un conflit d'associés qui va mettre la boîte à terre, comme un divorce en fait quelque part, qui peut drainer le patrimoine d'un mariage. Mais peut y avoir aussi le fait de ne pas assez bien gérer, j'allais dire, la relation à ses collaborateurs et ses collaboratrices, et donc ne pas arriver à recruter, avoir un turnover qui est trop élevé, ce qui pareil va plomber une boîte. Des enjeux de leadership sont très forts parce que si on a des mauvais managers, on va se retrouver avoir encore une fois des difficultés à embaucher, un turnover qui est très élevé, on va peut-être se retrouver cloué au pilori sur balance ta startup, et tout ça, c'est ça qui fait le facteur humain, et on a choisi de le décrire dans ce livre, puis dans nos podcasts pour aider toutes les entreprises à faire du facteur humain plutôt un allié qu'un facteur de risque, parce que ce qu'on voit, c'est que au-delà de la logique très capitaliste de la boîte marche ou marche pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui se lèvent un matin en disant je vais presser tous mes collaborateurs et collaboratrices comme des citrons, être, pardonnez mon expression, un salaud de patron, et je vais être content de me lever le matin. Il y en a très peu qui sont aussi cyniques. Donc c'est pour justement arriver à reprendre la main sur le facteur humain et ne pas le voir comme une variable où on peut rien faire, qu'on a créé justement tout ce contenu. Ça me rappelle que l'an dernier, j'ai échangé avec un chercheur qui s'appelle Brieux de Rosquat. Je ne sais pas si tu le connais, qui est co-auteur du rapport France Stratégie, donc qui a été commandé par les services du Premier ministre, et qui s'appelle « Les soft skills pour innover et transformer les organisations ». Lui et son équipe, ils ont adopté une démarche qui a été de discuter, je crois, avec plus d'une centaine de leaders français pour voir leurs points communs. Et vraiment ceux qui innovent et qui transforment les entreprises, l'économie, et qui créent l'économie de demain. Et en fait, il me disait le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils ont des soft skills ultra développés.
Ça veut dire le facteur humain, ils ont travaillé sur leur facteur humain. Il a travaillé sur comment acquis ces compétences comportementales. Donc, ce qui était intéressant, c'était que c'était surtout pas à l'école, finalement, ou très peu à l'école, qu'il les avait développés. C'était beaucoup en famille, dans des associations, en faisant du sport, en faisant des choses plutôt extrascolaires. Ça avait été développé, et donc l'idée de ce rapport, c'était aussi d'alimenter la politique, et puis on voit bien les enjeux d'éducation nationale, etc. Et donc ça fait vraiment le lien de se dire, en fait, oui, ils avaient des compétences, ce qu'on appelle hard skills, en termes de techno, de finance, de gestion de boîte, ou que sais-je, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'était les soft skills, et donc ça me fait penser à ça, parce que c'est le facteur humain finalement qui fait la différence parfois dans la réussite. Oui, tout à fait. Et en fait, si on est même un peu plus malicieux, je dirais, on pourrait dire que ça n'a pas beaucoup de sens d'opposer hard skills, soft skills ou des choses comme ça, et que ce qui crée des choses qui sont phénoménales, c'est c'est quand tout coïncide. Ça me fait un peu penser au débat de est-ce que les sportifs de haut niveau, c'est des gens qui bossent beaucoup ou c'est des gens qui sont nés hors normes? C'est les deux. C'est des gens qui sont nés hors normes, qui après bossent beaucoup, et en plus de ça, en général, ont de la chance. Donc, oui, les très belles réussites en start-up, c'est des personnes qui ont peut-être tout compris au marché, à des enjeux financiers, qui ont très bien compris les enjeux humains, et donc ont des soft skills qui sont très bonnes et très développées souvent. Et la question, c'est de les développer, c'est pas de les avoir dès le début, et peut-être un peu de chance aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui te plaît autant dans les startups ? Il y a quelque chose qui est très égoïste et quelque chose qui est très contemplatif, je dirais. La partie égoïste, j'ai travaillé dans des grands groupes. Pour plein de raisons, je me suis retrouvé à me rapprocher du milieu startup scale-up. Et là, il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'on est au tout début. Par définition, c'est le tout début, c'est le moment où les boîtes se créent, et c'est là où soit on prend des très mauvaises habitudes, soit on prend des très bonnes habitudes, et les impacts sont phénoménaux très vite, parce que en fait chaque décision est prise rapidement, ce qui est vachement plus facile quand on est 10 que quand on est 10 000 évidemment. Et je me suis dit ça me fascine vachement, et j'ai envie de voir quelque part comment on peut faire un pas pour faire quelque chose de bien dans le monde du travail en pariant sur la génération d'après. Et la partie qui est contemplative, c'est que il y a un niveau de cynisme qui est très très bas, et c'est étonnant quand on le connaît pas, quand on pratique pas ce milieu, parce qu'on pourrait se dire ah là là, mais ces petits trentenaires barbus à basket qui sortent tous d'HEC et qui se disent qu'ils vont changer le monde. Il y a un côté un peu prétentieux. Alors certes, il y a un entre-soi, il y a des problèmes de diversité, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais ce que j'observe, c'est que le schéma classique, c'est pas quelqu'un qui monte une boîte pour des mauvaises raisons, type l'argent, la célébrité, ou un enjeu de pouvoir ou quelque chose comme ça. Ça arrive très rarement. Ce qui arrive, c'est que ça dérive après. En fait, c'est des gens qui montent des boîtes pour des bonnes raisons, soit parce qu'ils veulent avoir de l'impact directement avec leur boîte, quelle que soit la boîte, soit parce qu'ils veulent monter une jolie boîte dans laquelle les gens vont s'épanouir. C'est aussi une des raisons, et c'est après, au moment où l'hypercroissance arrive, que on se retourne à un moment donné, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis dans une boîte dans laquelle il y a du surmenage, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont dégoûtés, je me retrouve avec des cas de harcèlement moral sur des gens dont je savais même pas qu'ils faisaient ça. Et en fait, de l'extérieur, on pourrait se dire ah ouais, mais en fait les start-upers ils sont mal intentionnés et tout. Non, moi je les ai en coaching, les founders, ils se retournent en se disant mais mon Dieu, mais que s'est-il passé? Et je me suis dit, pouvoir accompagner des startups et des scale-up dans ce chemin-là en leur disant attention, on ne naît pas salaud de patron, on le devient sans faire exprès. Ça nous permet d'éviter ça et de faire en fait des boîtes où quelque part tout le monde est content, parce que les founders se lèvent le matin en se disant ma boîte est super, les gens dans la boîte sont super contents parce que c'est une super jolie boîte, les managers sont pas entre le marteau et l'enclume, et puis même les investisseurs sont contents parce que forcément c'est des boîtes qui marchent. On n'est pas salaud de patron, on le devient. Moi, je dis souvent, on n'est pas chef, on le devient. Mais en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. Et d'après toi, c'est quoi le sujet RH le plus critique dans une startup ou dans une scale-up? Le truc qui fait que vraiment, il faut pas du tout se louper, et c'est super dur de pas se louper. Je pense que ce qui est le plus difficile dans une startup qui grandit, ça va être au niveau du management. Globalement. Parce qu'en fait, le schéma standard de startup, qui n'est pas un absolu, mais qui est la majorité, c'est des primo-founders, donc des gens qui montent une boîte pour la première fois, qui nomment des primo-managers, c'est-à-dire on prend les gens qui étaient super bons et super bonnes au début, et puis on leur dit maintenant t'es chef, pour reprendre le terme consacré, qui gèrent des sorties d'école.
Donc, j'ai rien contre les gens qui sont talentueux et le talent n'attend pas les années, comme on dit, mais l'expérience, ça se mange pas en sandwich, comme dirait mon grand-père. Et du coup, en fait, il y a un truc qui se répète encore et encore et encore en startup, et c'est sur ça que nous, on essaye de faire le maximum, c'est... on se dit, ah mais en fait les gens ils sont hyper débrouillards, donc on leur file les clés du camion et ça va bien se passer. Et sauf qu'en fait, être chef, être manager, être leader, c'est tout en nuances en fait. C'est beaucoup de soft skills, c'est pas c'est une compétence, c'est plutôt un skill set, c'est une somme de compétences. Et quand on n'a ni la carte, ni la boussole, ni les outils, on n'a pas d'autre choix que de faire de l'essai-erreur. Sauf que l'essai-erreur, quand on fait une campagne Facebook, c'est pas très grave. On apprend, on fait de l'A/B test et puis on verra la prochaine fois. Quand on fait ça sur des gens, à savoir ses équipes, c'est horrible. Parce que les erreurs, elles coûtent très très cher, et je parle pas de sous, je parle de gens, et d'à quel point on peut abîmer des gens. Et à terme, ça coûte cher en sous aussi. Et c'est ce qui se passe en général dans des boîtes quand elles commencent à arriver à, 30-50 personnes, où il y a un truc très bizarre qui se passe, c'est on a nommé les meilleures personnes de la boîte manager, pourtant la performance baisse, le turnover augmente, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réussi à structurer le management, on n'a pas formé les managers. Et on peut dupliquer cet effet-là à plein de moments clés de la vie des chefs d'une entreprise. Typiquement, le moment où on passe à 100-150 personnes et où on passe des cofondateurs ou cofondatrices à un COMEX ou à un CODIR, on fait venir d'autres personnes qui ont un point important, c'est un autre virage qui peut se louper. Et c'est ce dont on parle quand on parle des crises de croissance en fait en start-up. Souvent, c'est des sujets humains, les crises de croissance. Et comment on évite ça ? Alors je vais prêcher pour ma paroisse évidemment, mais c'est ça qui me fait à la fois sourire dans les bons jours, rager dans les mauvais, c'est que c'est très facile. Faut se former. faut se former, il faut se former pour de vrai. Donc, c'est-à-dire concrètement, nous, on défend bec et ongle l'utilité et l'importance d'avoir des executive coachs pour des profils top managers, parce que c'est l'équivalent d'avoir un coach sportif personnel, quelqu'un qui va te suivre avec ton rythme à toi, etc. Et pour des profils de managers qui sont peut-être au tout début de leur parcours, de leur donner les fondamentaux. Et donc de les former à une école sérieuse, j'allais dire une école, un programme sérieux de management. Et c'est effectivement toute la raison pour laquelle on a construit Yaniro, de se dire, il n'y a pas besoin de subir les crises de croissance, il n'y a pas besoin d'attendre que ça se passe mal, il n'y a pas besoin de tâtonner pendant 3 ans alors qu'on peut faire les choses en 3 mois. Tout en sachant que, comme tu dis, l'expérience se mange pas en sandwich, donc il faut aussi accepter que si tu es un manager jeune, il y a quand même des choses que tu vas pas savoir faire ni apprendre en 3 mois de formation, quoi. On est absolument d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire, qu'on fait dans les formations, dans les coachings, c'est que le coaching ou la formation, la vertu numéro 1 qu'elle a, je pense, pour Yaniro évidemment, mais pour d'autres outils, je pense qu'ils fonctionneront très bien, c'est de donner une carte et une boussole. De dire ce que tu dois travailler, ce que tu dois prendre en considération, c'est globalement cette zone-là et ces sujets-là. Chacun des sujets, chaque zone, on peut la retravailler ad infinitum. Et je pense que les meilleurs leaders n'arrêtent jamais de travailler. Par exemple, quelque chose, et ça va certainement te faire sourire, et c'est peut-être un point de départ de la différence grand groupe startup, c'est que quelque chose que j'ai entendu énormément, c'est des jeunes managers, jeunes au sens où c'est la première fois, et après ils ont l'âge qu'ils ont, qui me disent: non mais attends, je suis en train de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça peut être une bonne chorégraphie d'un bon team leader, mais si je fais ça, quand est-ce que je fais mon vrai travail ? Mais non, mais c'est ça ton vrai travail. Faire grandir et développer les membres de ton équipe a plus d'importance que ce que toi tu peux faire. Dit autrement, je suis pas certain que ça change grand-chose, pour prendre un exemple un petit peu caricatural, si Elon Musk passe 1 heure de plus ou de moins à préparer un PowerPoint. Par contre, peut-être que ce qu'il va dire en 1 heure à des individus clés dans sa boîte va avoir un impact plus ou moins fort. Plus ou moins bon d'ailleurs, je fais exprès de faire Elon Musk pour voir juste l'impact et pas forcément dans le bon ou dans le mauvais sens. Ouais, ça c'est un truc hyper important ce que tu dis, c'est que être manager, être chef, c'est un vrai rôle et un vrai métier en fait, qui s'apprend et c'est pas cherry on the cake. Alors je sais pas ce qu'il en est, ça dépend des cultures de grands groupes, mais en startup il y a un autre effet qui est important, c'est je pense qu'il y a une vraie surprise quand on passe dans une responsabilité managériale en startup, de se rendre compte qu'en réalité on n'a aucun pouvoir.
Je pense qu'il y a un fantasme de se dire je vais être le chef. Et donc, je ne sais pas si on pense au monde militaire ou au monde du conseil, des organisations qui sont très réglées, ou quelque part être chef, c'est donner des ordres qui vont être suivis. Et donc être un chef d'orchestre en disant les violons vous jouez plus fort, les cuivres vous jouez moins fort, et puis les percussions vous jouez plus vite. La réalité, c'est que dans franchement un gros 99% des boîtes type startup scale-up, cette approche-là ne fonctionne jamais. Mais jamais, et je pense que c'est pour le mieux d'ailleurs, mais en gros, c'est pas parce que vous avez marqué chef sur votre signature de mail et que vous payez les gens à la fin du mois, même si vous êtes fondateur ou fondatrice, que les gens vont vous suivre juste parce que vous le dites. La réalité de ce qui se passe, et j'aime bien choquer un petit peu en le présentant comme tel, c'est plutôt que vous avez une équipe de bénévoles. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont totalement signé pour vous suivre. Il n'y a pas de problème. Mais à la fin, vous n'avez pas vraiment de pouvoir sur elles et sur eux. Vous devez les embarquer. Ils vous suivront parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils croient en vous. Et du coup, ça demande un effort supplémentaire ou quelque part une chorégraphie particulière que d'être capable d'être suffisamment connecté à ces équipes pour les embarquer. Ouais, moi, c'est exactement la vision du rôle de chef que j'ai. Chef, c'est le logo que j'ai choisi, c'est un petit oiseau avec une coiffe de chef indien. Et c'est un peu ce symbole-là que j'essaye de faire passer, c'est-à-dire le chef indien, c'est quelqu'un qui est garant de l'harmonie de sa tribu, qui fédère, qui regarde où sont les forces et les faiblesses de chacun, qui regarde comment chacun peut trouver sa place et son rôle dans la tribu, au service de la tribu et pas forcément au service des individualités, mais en même temps tout en nourrissant les individualités. Et puis qui fait aussi attention à comment sa tribu elle doit se positionner par rapport à son écosystème et puis à l'extérieur. Et donc c'est bien le chef au service de son équipe et pas l'inverse en fait. Oui, tout à fait. Et selon toi, qu'est-ce que les startups et les scale-up, tout cet univers d'entreprises à forte croissance peut aller chercher dans des pratiques RH de grands groupes? Il y a beaucoup. Je vais commencer par un petit disclaimer. Toute la raison d'être de l'épisode et de la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est précisément un monde de nuances. Il est de bon ton de penser que les grands groupes peuvent tout apprendre aux startups parce que ça veut dire que c'est les startups qui ont réussi, ou exactement l'inverse, de se dire que les grands groupes c'est des mastodontes qui n'ont rien compris à la vie et que les startups sont des petits animaux agiles. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le milieu startup peut être un tout petit peu arrogant sur son côté innovant et ne pas bien comprendre ce qu'ils peuvent apprendre des grands groupes. Donc j'ai quelques éléments sur lesquels, vu de ma fenêtre, notamment d'un point de vue facteur humain, les grands groupes sont très 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 largement en avance, en tout cas à date. Je vais commencer par quelque chose qui est le plus évident, ça paraît peut-être symbolique dit comme ça, mais ça l'est pas, c'est l'organisation et la gestion d'un grand nombre de personnes. En fait, il est de bon ton, comme je disais, de rigoler un petit peu sur l'équivalent mastodonte de son industrie. Moi je vais citer personne, mais une start-up de la mobilité par exemple. Dis donc la SNCF, c'est quand même pas glorieux. Hein. Attendez, la SNCF, c'est combien de milliers de personnes ? Et la réalité, c'est que pour passer beaucoup de temps avec, dès qu'on commence à être 200 dans une start-up ou dans une scale-up, c'est la panique à bord. On ne sait plus comment faire, c'est le bazar, il y a de la politique qui sort d'on ne sait où, on commence à se rendre compte qu'on a recruté trop de monde, etc. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité quand on est une startup et une scale-up et se dire que une partie de l'inertie ou de la lenteur qui peut être perçue chez les grands groupes, c'est structurel en fait. C'est des choses qui sont nécessaires pour faire fonctionner un grand nombre de personnes. Pour prendre un exemple de ça, et après je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, je parlerai de la conduite du changement. Je pense, pour avoir passé pareil un petit peu de temps dans des très grands groupes, qu'il n'y a pas un seul projet bien ficelé en grand groupe qui se lance sans conduite du changement. C'est un classique, on se dit on lance un nouvel outil, un nouveau machin, on met en place le change management qui va avec, parce qu'on sait que ça va pas se faire tout seul. Le nombre de fois où j'ai vu une startup ou une scale-up qui met en place quelque chose sans conduite du changement, et c'est une boucherie. Parce qu'évidemment, il y avait 200 personnes ou 500 qui comprennent pas bien pourquoi on est passé de A à B alors qu'on a toujours fait A. Normal, c'est la conduite du changement, quoi. Donc la gestion des grands nombres de personnes, je pense que c'est clairement un domaine dans lequel les startups peuvent aller piocher des bonnes idées du côté des grands groupes.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, bah ça c'est sûr. Moi je suis d'accord avec toi. J'ai regardé la SNCF, c'est plus de 270 000 personnes. Ah, la vache. Donc c'est une ville. Il y a plusieurs choses en fait, moi je trouve qui peuvent inspirer des startups. Il y a le niveau de complexité, les relations humaines qui va avec le niveau de complexité, c'est-à-dire que quand on est 200 sur un même site, qu'on a les mêmes profils, globalement le même âge, tu vois, entre 25 et 35 ans, allez, 40 ans, voilà, versus quand on est une entreprise avec des profils très différents sur des sites complètement éparpillés en France ou dans le monde, avec des jeunes sortis d'école et des personnes en fin de carrière, etc. Bah en fait ça amène un niveau de complexité de vivre ensemble dans l'entreprise qui est différent. On parlait du facteur humain et des différents des différents moments de croissance dans une entreprise. Bah en fait, si des dirigeants de start-up tout de suite se mettent dans un état d'esprit de se dire bah mon entreprise demain, ok là on est 10, on a tous le même profil, mais demain quand on sera 200 ou quand on sera 1000, on aura des profils très différents. Donc comment j'ai envie que mon entreprise elle soit inclusive et qu'elle permette d'avoir des relations humaines faciles et fluides, bah ça amène une autre manière de voir la culture d'entreprise et la communication, la collaboration. Ça, je trouve que c'est vraiment très important, et moi, je suis convaincue par ailleurs que l'entreprise a un rôle social, un rôle sociétal fort. C'est un des ciments aujourd'hui du vivre ensemble. Et pour moi, l'entreprise, c'est un des lieux où les gens peuvent se comprendre, apprendre des uns des autres et accepter la différence de son voisin. Et ça, pour moi, les grands groupes en sont vraiment un des symboles. Quelque chose qui est surprenant, peut-être, et je vais le pondérer parce qu'il y a des facteurs extrinsèques qui expliquent ça. Les startups, c'est même pas que je le pense, c'est que c'est factuel, sont structurellement en retard par rapport aux grands groupes sur les enjeux de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, et diversité et inclusion. C'est rigolo, hein. On pourrait, alors c'est pas rigolo du tout en réalité, mais on pourrait se dire bon bah c'est les entreprises qui sont peut-être moins conservatrices, plus ancrées sur les tendances actuelles, mais la réalité, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une réalité budgétaire qui va prendre le dessus. En start-up, on ne peut pas, on a en général très peu de budget à allouer à des projets qui ne sont pas cœur métier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cash globalement, ou que le cash doit être très 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 pondéré. Et ça a l'air de rien, mais c'est juste pour tordre le cou à une idée reçue, notamment si vous nous écoutez et que vous venez d'un grand groupe en disant ouais mais je suis sûr que chez Startup X ou Y ils feraient pas les trucs tels qu'on les fait ici, ils feraient mieux. Pas sûr, parce qu'en réalité les programmes RSE, les jobs qui vont derrière la RSE, ils sont aussi possibles parce qu'on a les moyens financiers d'une boîte de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc ça, c'était juste pour en parler parce que c'est pas quelque chose à proprement parler que les startups peuvent emprunter aux grands groupes parce que ça va avec les capacités budgétaires, mais c'est juste quelque chose que je voulais souligner par rapport à ce que tu disais. En revanche, il y a un point sur lequel, on va dire, le budget n'excuse pas tout, et où je pense qu'il y a un retard qui est considérable en start-up. Bon, pareil, j'ai rien à penser du tout, c'est factuel. C'est tout ce qui est juridique. Il y a beaucoup de start-up qui vont faire des trucs qui sont hors la loi sans faire exprès. Et c'est pas par malice non plus, c'est juste parce qu'il y a une insuffisance de compétences juridiques. Et c'est là où je dis qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher pour s'inspirer, parce que ça, pour le coup, c'est pas une question de budget. Vous pouvez travailler avec des bons avocats, vous pouvez vous assurer que les contrats de travail sont au cordeau, vous pouvez vous assurer d'être en compliance par rapport aux obligations légales liées à la taille de votre boîte, vous pouvez ficeler vos contrats de BSPCE, donc d'action à destination des employés, pour pas que ce soit possible de bananer vos employés au moment où ils vont les appliquer. Et tout ça, c'est vraiment juste de la robustesse juridique qui, en général, est très légère en startup. Oui. Pas mieux là-dessus. C'est quand même hyper pénible de penser à ces sujets-là. Oui, c'est pas fun. Quand tu dois faire plein d'autres choses par ailleurs avec un budget contraint et que t'as pas beaucoup de temps, bah je comprends que tu passes pas du temps sur les sujets juridiques. Moi, je pense qu'il faut juste s'entourer de personnes qui vont nous conseiller sur la juste sécurité
de dire en fait il faut pas qu'on fasse des trucs hors la loi parce que clairement ça peut coûter très cher. Et puis c'est pas bien d'être hors la loi. S'il y a une loi, c'est quand même pour aussi protéger, notamment en droit social, les collaborateurs et puis par ailleurs les fondateurs aussi. Mais après, je pense que dans toute structure, qu'elle soit petite ou grande, on n'est jamais pile poil au cordeau de toute la législation. Après, il faut essayer effectivement de minimiser les risques. Est-ce qu'on parlerait pas de ce que les grands groupes peuvent apprendre des startups ? Ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Une des choses, moi, qui me vient tout de suite quand tu me poses la question, c'est plusieurs choses, mais il y a la transparence. C'est quelque chose qui existe beaucoup dans des entreprises. J'étais l'autre jour dans un événement où il y avait le DRH d'Alan qui témoignait sur la forte culture de la transparence chez Alan. Et même si c'est pas reproductible à cette échelle-là, dans des grands groupes de plusieurs milliers de personnes, je trouve que c'est quand même assez inspirant et que les jeunes générations ou même les moins jeunes générations aspirent de plus en plus à ce que les choses soient dites, à ce que les choses soient claires. Et parfois, les grands groupes peuvent être un peu frileux de ça. Et donc, moi, je vois plutôt des entreprises qui sont très pionnières et qui poussent des cultures d'entreprise un peu à l'extrême. Donc c'est le cas d'Alan sur la transparence, comme des pionniers, un peu des environnements de recherche presque, et dont on peut s'inspirer, se servir de peut-être pas 100% des pratiques qu'ils ont mis en place, parce que par ailleurs c'est un environnement très spécifique avec qu'une centaine de personnes, et puis on adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas il y a des pratiques qui peuvent être vraiment reprises à plus grande échelle et dans n'importe quel groupe. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'un truc que je trouve très très chouette, je joue aussi du coup sur ce que je pense que les grands groupes peuvent emprunter aux startups. C'est pas un absolu parce qu'il y a beaucoup de grands groupes qui vont être un contre-exemple à ce que je vais dire, mais dans la plupart des startups et scale-up, on va avoir une importance extrêmement forte de la culture, d'une culture qui est clivante, qui est incarnée et qui est sans bullshit. Dit autrement, si on pense à la version un petit peu cliché de la culture d'entreprise ou des valeurs d'entreprise, on va avoir, je sais pas moi, bienveillance, exigence et innovation, parce que ça fait bien. On a bossé ça avec un cabinet de conseil, ça nous a coûté une blinde, on le met en fond d'écran et dans les couloirs et youpla boum. Et ça fait rire tout le monde, parce que tout le monde sait que c'est un petit peu creux en fait en réalité. En startup, en scale-up, la culture, ça a une raison d'être et un impact qui est absolument crucial. C'est ce qui va s'assurer qu'on regarde tous dans la même direction, qu'on a les mêmes règles de vie à bord, et souvent les cultures, enfin pas souvent, mais en tout cas dans les plus belles startups et scale-up, la culture est très 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 clivante. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a la manière de faire de chez nous, et quelque part tu rentres ou tu rentres pas, et si tu rentres, tu signes entre guillemets pour cette manière de faire. Une bonne culture, et ça c'est l'héritage de Netflix aux États-Unis et Blablacar en France qui a créé ça, c'est de dire la culture, ça sert à faire en sorte que les gens qui sont alignés avec ces valeurs vont être au paradis, et les gens qui ne sont pas alignés avec ces valeurs vont peut-être être en enfer. Donc c'est aussi notre responsabilité en recrutement d'être très transparent très vite là-dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas un mismatch, parce que sinon ça va se passer de manière douloureuse et c'est pas l'idée. Mais pour vous donner un exemple, Conto, que vous connaissez sûrement, donc la néobanque, on a fait un épisode avec la DRH de Conto sur le podcast The Human Factor sur leur culture qui est très clivante, et leur culture en fait ça s'appelle The Conto Way, la manière de faire de Conto. Et il y a beaucoup de principes qui sont très largement discutables, ils sont pas tièdes, ils sont au contraire très aiguisés, qui servent à s'assurer que tout le monde regarde dans la même direction. Donc là par exemple on va avoir dans The Conto Way right the first time, on a raison du premier coup. Donc ça veut dire qu'on fait pas d'A/B testing chez Conto. Ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup avant de dérouler un plan, parce que quand on le déroule, en fait, on l'a pensé en amont. Est-ce qu'il y a débat ? Oui, bien sûr qu'il y a débat. Moi, je pourrais dire, bah non, mais on peut pas avoir raison la première fois, à chaque fois, etc. Mais c'est assez sain, parce que c'est ce qui permet de s'assurer qu'on peut travailler efficacement ensemble, parce qu'on fait partie de la même culture. Et ça, je pense que l'idée d'avoir une charte de culture, de co-construire la culture avec tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on fait en startup ou en scale-up, même quand c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est une manière d'engager tout le monde et de s'assurer d'un sentiment d'appartenance. Ce qui est d'ailleurs le cas dans plein de très jolis grands groupes. Je pense à L'Oréal, à Pernod Ricard, qui ont des cultures qui sont très 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 robustes. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus répandu dans les grands groupes, de pas avoir des valeurs qui sont creuses en réalité. Moi, j'aime pas trop le mot de culture clivante.
Je préfère le mot de culture claire parce que si je reviens encore une fois sur la raison d'être des entreprises d'un point de vue social et sociétal, c'est quand même de réunir des gens autour d'un projet commun, mais il y a aussi le fait d'être un ciment social. Et en fait, si les entreprises deviennent des clans, en fait, dans la société civile, on sera aussi des clans. Et donc, moi, je trouve que ça soit des pratiques clivantes ou des pratiques très claires et peut-être poussées à l'extrême, je peux trouver ça intéressant. Culture clivante, ça me dérange vraiment énormément parce que je vois l'impact que ça peut avoir sur la société derrière et la violence que ça génère. Je peux te donner parce que c'est juste si on fait une petite incise là-dessus, c'est un sujet auquel j'ai énormément réfléchi moi-même parce que c'est effectivement marqué dans les startups et scale-up. Je ne sais pas si on va arriver sur un point d'atterrissage commun dans cette discussion, mais j'aimerais vraiment te partager ma réflexion interne là-dessus. Petit point méthodologique sur la raison de pourquoi effectivement c'est un grand classique en startup d'avoir une culture clivante ou en tout cas forte et qui soit marquée et claire, c'est que compte tenu du frêle esquif qui est une startup ou une scale-up, le fait d'avoir des rituels communs ou des croyances communes, ce qu'est la culture, comme la culture d'un pays par exemple, est quelque chose qui crée justement du ciment. Et tout le ciment qu'on peut avoir, on le prend parce que quelque part, si on est une boîte de 30 et qu'on est 30 à avoir des opinions qui divergent sur absolument tout, c'est une réalité à l'échelle de la société que c'est une richesse. À l'échelle d'un petit groupe, c'est hyper fragilisant, c'est très dur. Donc, dans un petit groupe, on va créer une forme de socle commun de croyances pour se faciliter la vie. Attention, je fais un triple warning là-dessus, ce n'est pas un laisser-passer à la non-diversité. C'est-à-dire la culture clivante, ça peut pas être on prend que des HEC, que des hommes et c'est pas ok, c'est pas ça une culture clivante. Une culture clivante, ça va être on est tous d'accord sur le fait que on peut s'épanouir par le travail, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on pense à l'échelle de la société que c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas nous tous on aime s'épanouir par le travail. Je pense à ça, c'est un vrai point de culture. Et en fait là où je me posais la question, pour tout te dire, c'est que je me suis dit mais effectivement si on pousse le truc au maximum, c'est quand même un problème de diversité. C'est-à-dire qu'on va créer une forme de clone et donc des formes de clans. Et tu as tout à fait raison. Et c'est la réalité. Je vais pas citer de boîtes, mais il y a des boîtes type startup scale-up qui ont des cultures qui sont suffisamment clivantes pour qu'elles soient littéralement opposées dans leurs croyances l'une à l'autre. Et c'est donc il y a très peu de chances que quelqu'un aille d'une boîte à l'autre. Ok. Et en fait, la question que je me suis posée, sur laquelle je serais curieux d'avoir ton avis, c'est quelle est la place, quelle est la responsabilité de la société civile dans le fait de s'assurer que chaque être humain peut, entre guillemets, vivre une vie normale et convenable et donc, j'allais dire, faire quelque chose pour la société, et quelle est la responsabilité des sociétés privées là-dedans ? Parce que la société civile, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, ait la responsabilité de s'assurer que chacun puisse vivre, s'épanouir et contribuer à la société, ça, vous pouvez me signer count me in, comme on dit, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que ce n'est pas normal qu'on puisse dire telle catégorie de la population, quelle que soit la catégorie, on n'a pas de plan pour elle, et puis elles se débrouilleront, et puis c'est comme ça, et puis on s'en fout. Et donc on les laisse sur le bas-côté. Ça, c'est mon avis. Maintenant, les sociétés privées ont une responsabilité sociétale, évidemment, parce qu'elles font partie de la société civile, mais la question que je me posais, l'image que j'avais, c'était est-ce que c'est pas finalement est-ce que la société civile, c'est pas un port dans lequel il y a tout un tas de bateaux et les sociétés privées sont des bateaux qui vont aller à différents endroits. Moi, je suis le bateau Alan, j'ai un certain nombre de croyances qui font que je vous emmènerai en Australie en tant de temps. Moi, je suis le bateau Société Générale, on a certaines croyances qui fait que je vous emmènerai en Nouvelle-Zélande de telle ou telle manière. Et ce qui pose donc du coup la question de quelle est la responsabilité, quand c'est possible, parce que tout le monde n'a pas ce luxe-là, des gens de s'assurer d'essayer de rentrer dans le bateau qui va à l'endroit où ils veulent aller. Mais est-ce que c'est la responsabilité de tous les bateaux d'aller à tous les endroits ? Voilà un petit peu ma question non finie, sujet non résolu sur la question. Moi, ma croyance, qui est ma croyance à l'instant T et qui évoluera sûrement et qui évolue d'ailleurs de jour en jour, donc je te réponds
là maintenant, le 15 mars, voilà, le 15 mars 2023. à 15h, c'est que j'aime bien ta métaphore sur les ports et les bateaux. Moi, je pense qu'on peut partir d'un point A et qu'on ira tous au port B. Qu'il n'y a pas Nouvelle-Zélande, Australie, machin. Non, on est tous faits pour vivre sur la même planète, en fait. Donc, il n'y a pas X ports différents. Par contre, il peut y avoir X bateaux différents et les chemins peuvent être différents. Et donc, tu choisis le bateau A ou le bateau 1, 2, 3 ou 4, ils vont pas faire le trajet entre le port A et le port B dans le même temps. Peut-être il y en a qui ça sera plus luxueux, d'autres ça sera plus spartiate, d'autres ça sera à voile, d'autres à moteur, d'autres voilà. Mais le point de départ et la destination sera la même, ça sera le monde dans lequel on vit ensemble. Ok, ça c'est sûr. Je vais pousser un petit peu. Allez, on s'aide à raisonner l'un l'une l'autre avec Sophie. Ça c'est la destination. Sur la destination, je suis d'accord. Sur le chemin, c'est une vraie question. C'est pas un piège ou quoi que ce soit. J'ai pas la réponse. Je vais forcer quelque chose qui est vrai. Enfin, je vais forcer le trait de quelque chose qui est vrai. Moi, j'ai un tempérament qui est très compétiteur. Au sens où le dépassement de soi c'est très nourrissant pour moi, pas la compétition au sens être le meilleur ou gagner, ça c'est pas très important, je suis pas là pour écraser les gens, mais par contre si je fais de la pseudo-psychanalyse poutre apparente, je suis un feu qui a besoin d'avoir des bûches pour me sentir à l'aise. Je peux pas tenir en place, j'aime bien avoir des projets, je fais partie de ces animaux bizarres qui pendant le confinement plutôt que de chiller ont appris à faire des trucs qu'ils savaient pas faire avant. J'ai appris à siffler avec les doigts, j'ai appris à faire le poirier, enfin des trucs, un animal qui s'agite, quoi. Voilà, ok. Dans une vie où je serais salarié, je pense qu'il y a des environnements et donc des cultures qui fonctionneraient beaucoup mieux que d'autres pour moi. Il y a des cultures dans lesquelles je m'épanouirais, des cultures dans lesquelles je me fanerais. Et ça n'a rien à voir avec est-ce que la culture est bien ou pas bien, ça a à voir avec le fit en fait. Une culture qui va m'en demander beaucoup, qui va me mettre en mouvement, qui va peut-être être très exigeante, dans ma langue à moi, c'est hyper épanouissant. Je pense à Netflix, je pense à Conto, je pense à d'autres. Et peut-être que il y a certaines cultures qui sont très marquées, auxquelles je serais totalement pas hermétique, mais je serais pas concerné en fait. C'est pas moi en fait. Et donc retour à la question c'est clivant parce que en fait quelque part, si moi je rejoins Netflix et que un de mes copains ou de mes copines rejoint Netflix, peut-être qu'on va avoir une expérience qui est très différente. Où moi je vais dire c'est génial, on m'en demande énormément, et mon copain ou ma copine va me dire ah ouais, non, mais en fait, c'est un horreur, tout ce que je fais, c'est jamais bien, on m'en demande toujours plus, etc. Et d'où la question de est-ce que clivant, je fais exprès de réutiliser le terme voilà, avec lequel tu as un débat, et pas bien, en fait, aussi. Parce qu'on est différents tous et toutes. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est peut-être une histoire de vocabulaire, mais aussi de conscience, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop quand on dit on veut être clivant pour être clivant. Qu'on soit différenciant, qu'on attire des personnes qui fonctionnent de telle ou telle manière parce que nous-mêmes, on a créé une entreprise pour fonctionner de telle ou telle manière. Et du coup, on embarque des gens qui fonctionnent comme nous. Oui, c'est important. Après, ce que je trouve dangereux avec le mot clivant, c'est de pas être conscient qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent de manière radicalement différente, de pas comprendre d'où viennent ces différences. Tu vas rester un peu avec des œillères, de dire non mais nous, on est comme ça, on est transparent, et donc on pousse le truc à l'extrême, tellement à l'extrême, que ceux qui sont un peu différents de nous sur ce volet-là, en fait, on les exclut de notre game, on les exclut de notre champ de vision, et limite, on leur parle pas ou on les juge. Et c'est en ça où je dis clivant. Moi, derrière le mot clivant, je mets tout ça. Et en fait, à la fin, si on se retrouve, je reprends le bateau, mais si on se retrouve à un port, même à une escale, en fait, c'est la guerre, tu vois. Alors que si on dit non, mais moi, ce qui me parle, c'est ça, et je le fais en conscience, en sachant que c'est comme ça que je fonctionne à l'instant T, peut-être que dans 10 ans, je fonctionnerai par ailleurs différemment, et peut-être que dans 10 ans, t'aspireras plutôt à aller sur un bateau très chill, où tu feras de la contemplation, où tu feras tout un tas de choses que tu fais pas aujourd'hui. Mais en fait, tu acceptes les différents bateaux. Tu vois ce que je veux dire ? 100% d'accord. Donc en fait, pour moi, c'est ça. C'est dire que dans le monde du travail, ou dans l'océan du travail, on est plein de bateaux différents, de tailles différentes, de rapidités différentes, etc. Et qu'ensuite, chacun monte à bord du bateau qui lui ressemble le plus.
Bah oui, c'est super parce que ça te permet de passer un bon voyage, une bonne traversée, de prendre du plaisir, d'être avec des passagers sympas. Mais il faut pas que ça devienne de la piraterie, à savoir que dès que tu croises un bateau qui ressemble pas au tien, tu le bombardes ou tu lui fais même pas un petit coucou de la main. Bah 100% d'accord. Et en fait, probablement qu'on devrait plutôt parler de culture assumée et marquée que clivante, parce que tu as raison. Pour prendre mon petit exemple qui était volontairement un petit peu poussé, je suis très 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 à l'aise à l'idée que bosser chez Netflix, ça puisse être hyper excitant pour les animaux un peu compétiteurs, un peu sportifs de haut niveau, et très très dur pour les autres. Et ça je pense que c'est ok, et que quand on parlait de ce que les grands groupes, je pense, peuvent emprunter aux startups, c'est le côté d'assumer certaines de leurs composantes, de dire bah voilà, ici on aime bien faire ça dans le royaume de ce qui est légal évidemment et de ce qui est moralement acceptable. Doser. Doser, exactement. Et d'assumer, parce qu'en fait, ça devient. Assumer, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont dire non mais c'est hyper brutal la culture Netflix. Ça dépend pour qui, mais tu as raison, il y a une ligne rouge avec laquelle en tout cas je suis d'accord avec toi qu'il faut pas franchir. C'est le moment où on commence à se raconter que notre vérité est la seule qui vaut, et que du coup on commence à juger les autres au regard de ça. C'est-à-dire, moi je me vois très bien bosser chez Netflix, cravacher, avoir énormément d'exigences, mais je ne me sentirais pas du tout à l'aise à considérer que tous les autres sont des glandouillous, parce que c'est pas vrai. Et je pense que si je réagis de manière peut-être assez forte à ça, c'est qu'on est dans une société avec de plus en plus de jugements et de moins en moins de consensus ou de compromis. Les réseaux sociaux nous poussent à ça. Des choses qui sont très extrêmes, très droites, voilà, très noir ou blanc. Mais en fait, le monde, il est pas noir ou blanc, il est gris. Parce qu'effectivement, la vie change, les envies changent, et c'est un grand truc de grand groupe de dire bon bah je suis SNCF jusqu'à la fin, ou je suis Wavestone jusqu'à la fin potentiellement, ou Schneider, ou etc. En réalité, dans les startups, peut-être par l'impermanence, peut-être par l'impatience, pour plein de raisons, bah ça bouge beaucoup d'une boîte à une autre, et je suis pas certain que ce soit une mauvaise chose, parce que comme tu le disais, les gens changent, les boîtes changent aussi, les startups elles changent très vite, et effectivement, pour peut-être la petite anecdote rigolote. J'ai forcé le trait de ce que je disais. Entre-temps, je suis passé à 35 ans et j'ai vécu en Suisse, et je dois dire que la slow life, ça me plaît bien aussi. Donc, même si j'adore énormément la culture de Conto, si nous écoutent, je les salue, et de Netflix, je serais peut-être un peu plus amoureux de rythme plus chill dans ma vie actuelle pour ne pas le faire. Mais le Alexis de 25 ans, c'est sûr qu'il signe. Trop bien. Pour atterrir, on a quelques questions un peu classiques dans la fin du podcast de Human Factor que je te propose de te poser. Je sais que tu en as aussi, que tu as envie de me poser, donc on va faire les deux. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve ? Si on a envie d'en savoir plus, on écoute le podcast Chef, mais si tu devais conseiller un épisode ou deux pour commencer, ce serait lesquels ? Alors, on me retrouve effectivement sur le podcast Chef et sur LinkedIn. Et un épisode, je pense que c'est celui qui sort demain, qui s'appelle La force de la communauté, avec Loïc Renard, qui est un chef d'entreprise à la tête d'un groupe hôtelier qui s'appelle les Aubergistes Lyonnais. Et lui, il voit vraiment son entreprise comme une communauté et ce ciment social là dont on parle. Et il allie performance sociale et performance économique. Dans un secteur en plus en forte tension humaine, puisque... je sais pas de ton côté comment ça se passe en Suisse par exemple, mais en tout cas en France, il n'y a pas un hôtel, un restaurant qui est pas en galère de main d'œuvre. Et donc voilà, lui il arrive à attirer, fidéliser ses talents et à faire croître son entreprise avec une culture qui est assez marquée, mais qui est pas clivante. Yes. Bah, j'irai l'écouter demain. Demain 16 mars, dans Ma réalité à moi, et j'imagine que ça sera déjà sorti quand vous écouterez cet épisode. Moi, je suis curieux de découvrir aussi tes questions de fin d'épisode pour voir si je peux y répondre. Et ben moi, j'ai une question rituelle sur chef, c'est quel chef es-tu, Alexis ? Je la connaissais parce que je connais ton podcast, et j'ai beaucoup de mal à répondre à ça. Je pense que je suis un chef qui apprend. Je pense pas avoir beaucoup de
talent naturel de chef, mais je pense que c'est pas très grave parce que quand on n'a pas de talent naturel ou quand on pense pas en avoir, je sais pas si c'est un ressenti ou une réalité, ça veut dire qu'on peut essayer de comprendre comment faire pour faire les choses bien. C'est ce que j'essaye de faire avec les équipes de Yaniro et c'est évidemment ce que j'essaye d'apprendre au plus grand nombre. Je pense que je suis un chef sur les bancs de l'école. Et ben, si je peux me permettre de te conseiller un autre épisode de Chef, c'est sur la délégation. C'est avec Claire Balland et moi c'est avec ma mentor en fait qui m'a appris la délégation. Eh ben, écoute, c'est bien noté. Pour clôturer cet épisode, je te propose, notamment pour celles et ceux qui connaissent pas le podcast The Human Factor, si vous êtes intéressés sur les discussions qu'on a eues relativement à la culture, donc d'aller écouter l'épisode avec Sarah Benallel de Conto, la DRH de Conto, qui vous intéressera. Et on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais si vous voulez entre guillemets, avoir un raccourci vers des pratiques start-up qui vous intéressent, ou d'ailleurs si vous venez de start-up aussi, ou de scale-up, mais en gros avoir un petit référentiel des pratiques. On a fait quelque chose qui est assez chouette et qui nous a pris un temps infini. C'est qu'on a pris tout le contenu qu'on avait fait, donc en fait ces fameuses interviews de DRH, de start-up et de scale-up, et on en a fait une bible des bonnes pratiques RH qui sont rangées dans l'ordre sur c'est un Wikipédia en fait, des pratiques RH que vous pouvez trouver sur notre site, donc yaniro.co/wiki, donc .co et pas .com, et en fait vous pourrez retrouver comment on crée une grille de rémunération, comment on recrute chez Alan, comment on met en place sa culture, etc. Et donc c'est gratuit, vous pouvez y aller sans aucun problème, donc si ça vous rend curieux, n'hésitez pas. Trop bien, merci beaucoup Alexis. Bon, en tout cas, Sophie, moi c'était un plaisir de pouvoir faire cet épisode croisé à tes côtés. Je suis content d'avoir pu avancer sur mes réflexions personnelles sur les bateaux et les ports, vraiment, parce que je suis content de voir un peu comment on arrive à modéliser ça ensemble. Et puis peut-être à charge de nouvel épisode dans quelques temps pour un retour d'épisode croisé. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute de ma conversation avec Alexis. Si vous avez aimé nos échanges, si vous avez envie de continuer à suivre nos réflexions et nos convictions sur le futur du travail, je vous invite à nous suivre et à venir nous parler sur LinkedIn, Alexis Eve et Sophie Plumer. Je vous mets nos liens en commentaire. Voilà, à très bientôt.